bien bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril pour cette première vidéo sur la campagne Shadows of Brimstone que je vais proposer avec donc plusieurs joueurs à table. Alors, table virtuelle évidemment, on va pas se retrouver autour d'une véritable table et ce qui est vraiment normalement le moyen le plus facile, le plus sympa, quoi, le plus convivial, mais bah voilà, on est aux quatre coins de la France, donc évidemment ce n'est pas possible. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on fait avec. Et donc on a décidé quand même de jouer ensemble et de jouer à Shadows of Brimstone. Shadows of Brimstone à la façon d'un jeu de rôle. D'ailleurs, c'est Shadows of Brimstone et aussi Forbidden Fortress, c'est-à-dire que comme les deux univers sont complètement compatibles au niveau des règles, eh bien on va pouvoir peut-être voyager d'un continent à l'autre, de monde à l'autre. C'est le principe de ce jeu. Des failles s'ouvrent, des portails s'ouvrent vers d'autres mondes et nos aventuriers vont se promener, vont mener des quêtes et peut-être suivre un fil directeur pour une campagne que je veux le plus roleplay possible. C'est ça un peu l'idée. Alors évidemment, on a dit qu'on jouait à plusieurs, donc je vais avoir le plaisir de faire venir à la table plusieurs joueurs. Alors bon, c'est des personnes avec qui j'ai l'habitude de jouer via internet. Et bien donc vous aurez Manu alias Dédé de la chaîne Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live. Voilà mon fidèle compagnon depuis plusieurs années, avec lequel on a fait différentes choses, beaucoup d'Hound's End, énormément de Gloomhaven, on a fait du Donjon Dragon, on a fait tout un tas de jeux, on a fait toute une campagne de comment ça s'appelle ça, Pandémie, Legacy, enfin plein de choses. Donc évidemment je l'embarque dans l'aventure carrément. Et puis, il y a les petits nouveaux de la bande. Donc, on a Alexandre, alias Dark Knight, donc voilà, qui a monté sa chaîne il y a quelques mois. Je sais plus où il en est, peut-être un an. Le temps passe tellement vite. Voilà, et qui vient d'ailleurs de changer de nom. Sa chaîne maintenant s'appelle Un Moment de Jeu. Voilà, donc. Je vous invite à suivre ça aussi de votre côté, voir un peu ce que proposent les uns et les autres. Et donc avec Seb, donc de la chaîne Dans Mon Monde, qui était avant la Marche des Morts, voilà. Donc avec ces trois compagnons, on va jouer ensemble à Shadows of Brimstone. Alors il s'agit de faire un jeu entièrement coopératif, c'est-à-dire que je vais aussi moi prendre un personnage. Simplement, on va dire que mon personnage va être un peu un PNJ d'une certaine manière, il va pas être décisif, mais présent quand même, ça me permet quand même de jouer, puisque quand même le jeu est quand même, comment on appelle ça, full coop, quoi. Les créatures, tout ça, tout est géré par le jeu. Donc je vais avoir un vrai rôle de joueur avec une progression d'expérience, etc. Parce qu'on est dans ce type de jeu, hein, là. Shadows of Brimstone, c'est du bon vieux Ameritrash de derrière les fagots, avec donc du matos énorme, des figurines plein. Excusez-moi, de la montée de niveau, beaucoup de hasard, beaucoup de cartes, beaucoup d'événements. Et puis ils ont sorti énormément d'extensions, énormément de matériel, et j'ai eu la chance de mettre la main sur tout ce qui, enfin presque tout ce qui est sorti. Donc voilà, il y a de quoi largement faire dans la campagne. Voilà, la partie jeu de rôle en fait, donc ce sera présent principalement dans les phases entre les missions, c'est-à-dire que le jeu propose déjà une phase de village, comme on dit communément dans ce type de jeu de crawler, une phase de village où les héros vont acheter de l'équipement, se former, vivre tout un tas de choses.
Shadows of Brimstone a porté cette phase de ville à un niveau d'art, c'est-à-dire que maintenant il y a eu des boîtes qui sont sorties, Village Town, non, Frontier Town pardon, et Feudal Village pour la partie orientale. Donc ces deux boîtes je les ai aussi et ça propose énormément de variétés de choses possibles à faire en ville avec des villes très différentes. Donc voilà, et je trouve intéressant de proposer un fil directeur d'une campagne. Bon voilà, ça va se créer petit à petit. J'ai envie que ça soit aussi un peu de récit émergent, c'est-à-dire selon ce qu'on va rencontrer, ça va m'inspirer aussi ce que je vais raconter de mon côté. Et puis je vais les guider un peu dans une histoire. Et puis comme les personnages sont très détaillés, ils ont des caractéristiques complètes, hein. On va voir ça tout à l'heure en jetant un petit coup d'œil sur les différents personnages disponibles. Et bien à l'occasion, comme dans les jeux de rôle, il y aura des jets, ils auront des jets à faire, on aura des jets à faire pour réussir telle ou telle action, influencer des gens, discuter avec eux, obtenir des informations, sauter au-dessus d'un ravin, enfin tout ce qu'on peut avoir dans un jeu de rôle, hein. Donc voilà, il y aura vraiment une partie pure jeu de rôle. Quand on plongera dans les entre guillemets donjons, hein, donc les mines, la forteresse, ce genre de lieux, ou les mondes, les différents mondes proposés par la gamme du jeu, à ce moment-là, on basculera sur une partie beaucoup plus jeu de plateau, hein. Mais quand même, la partie événements, tous les événements aléatoires, etc., seront joués de façon plus gameplay, plus roleplay, plus voilà, avec vous verrez, c'est-à-dire que les cartes je les lirai, c'est moi qui serai un peu le maître du jeu à ce moment-là. Les cartes d'événements généralement ont un descriptif, et puis après il y a des choses à faire et il y a des résultats. Évidemment, personne à part moi ne connaîtra l'impact de tel ou tel choix. Et on symbolisera sur le plateau les différentes choses, voilà, de manière un peu plus concrète. Et voilà, donc on aura vraiment l'impression, les joueurs auront l'impression d'agir concrètement sur le plateau et d'interagir, voilà, un peu comme dans un jeu de rôle et dans une fouille d'un lieu, quoi. La partie combat sera par contre, elle, purement fidèle au jeu de plateau. Donc voilà, donc c'est une expérience que j'ai déjà faite avec des amis autour d'une table. On avait pris énormément de plaisir à ça. C'est-à-dire que là, j'avais par contre moi pris, parce qu'on était nombreux déjà, j'avais pris juste une position de maître de jeu, on va dire. J'avais pas de personnage, c'est moi qui gérais les monstres, c'est moi qui tirais les événements et qui voilà, justement mettait un peu plus d'ambiance dans ces événements en fonction de ce qui se passait. Voilà. Par contre, on était dans une campagne classique de Shadows of Brimstone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'histoire complète. Les héros sont là surtout pour voyager de ville en ville et de faire des aventures, différents scénarios. Il y a plein de scénarios, hein, mais ils ne sont pas forcément liés par quelque chose, quoi. Donc là, on verra si on arrive à créer quelque chose de ce type. J'ai bien évidemment l'intention de les mener vers une menace finale et un boss final à un moment ou à un autre, mais ça on verra comment ça va se passer. Voilà, alors le but de cette vidéo c'est principalement de faire le tour des différents personnages proposés par les jeux, que ce soit les personnages tirés de Forbidden Fortress ou de Shadows of Brimstone. Et donc là on a l'ensemble des personnages qui sont sortis, les personnages typés, tirés des boîtes de base, des extensions, tirés des bonus Kickstarter, tout ça. Voilà, tout est là, donc on va faire le tour. Et l'idée c'est d'essayer d'aller un peu dans le détail, un tout petit peu plus dans le détail, pour permettre à mes différents joueurs de faire le choix, de choisir quel personnage ils souhaitent interpréter. Et puis, une fois que tout le monde aura choisi son personnage, moi je leur fournirai ce qu'il faut pour qu'ils puissent jouer de leur côté. Et puis après, voilà, on pourra commencer, tout simplement. Donc, un petit coup d'œil sur ce qu'on a,
qu'on a pour le jeu. Qu'est-ce que j'ai avec moi? Bon, là j'ai juste pris ça parce que je voulais quelque chose d'un peu officiel pour vous montrer. C'est le artbook du jeu qui est très très riche. Donc petit disclaimer, les figurines que j'ai montées entièrement avec mes petites mimines ne sont absolument pas peintes. C'est un scandale, je sais, mais il y en a énormément, tellement. Je sais même pas par où commencer, et en plus déjà c'est pas mon truc, j'ai pas beaucoup de temps pour ça, donc on va devoir jouer avec des figurines non peintes. Et ben voilà, à l'occasion j'espère pouvoir trouver des personnes pour m'aider à les peindre, mais bon, voilà, on démarrera comme ça en version non peinte. Et voilà, c'est dommage, c'est sûr que ça aurait été plus sympa de jouer voilà, avec des figurines comme ça. Hein. Ça, voilà. On les voit là, ils sont en plus dans un espèce de décor qui a été fait. Voilà. Alors on a un peu quelques éléments de décor, mais pas grand chose. Mais on va compenser tout ça avec notre imagination et notre inventivité, il n'y a pas de problème. Alors, donc, dans Shadows of Brimstone, des personnages différents vont se regrouper et aller mener donc différentes quêtes. Et j'ai envie de... Alors, je vais vous montrer un peu le matos que j'ai préparé. J'ai envie de... Et bien c'est ça. D'utiliser en fait un système qui existe, qui a été proposé, créé par des fans, qui est la version X-Crawl. Alors X-Crawl c'est quoi? C'est une version du jeu qui permet justement de créer un mode campagne beaucoup plus important que celui qui est fourni avec la boîte de base. La boîte de base c'est simplement des scénarios qui s'enchaînent comme ça, sans forcément de lieu. Et avec X-Crawl, ils ont en fait récupéré la carte des terres du jeu. Alors, je ne sais pas si elle est dans le artbook. Ça aurait été bien, j'aurais pu vous la montrer éventuellement. Et donc ils ont intégré une grille en hexagone. Et donc ils proposent tout un tas de règles, plus ou moins touffues, pour voyager dans cette carte. Et en fait, voilà, avoir un peu plus de quelque chose de concret au niveau de l'univers, de l'environnement. On va visiter telle ville précisément. Si telle ou telle ville il y a des problèmes, ou elle est détruite ou elle est ceci, ben on ne pourra plus y retourner. Enfin, il y a quelque chose avec un monde persistant qui est très intéressant, je trouve. Alors je ne jouerai pas forcément avec l'ensemble des règles proposées, hein. Par contre j'ai bien l'intention de me servir de la carte, donc pour situer où se trouve l'aventure, où se trouve le groupe d'aventuriers, et s'ils entendent telle ou telle rumeur, tel truc, voilà, que ça soit situé géographiquement, et que ils se rendent compte qu'il y a un voyage à faire pour aller jusque là, etc. Et évidemment il y a tout un tas de choses qui ont été proposées pour générer ce qui va se passer dans ces voyages, quoi. Donc bon, la carte pour l'instant je l'ai pas. Bon là on la voit en tout petit, mais c'est pas la peine, je vais pas vous la montrer. Mais bon voilà, vous voyez que c'est assez dodu au niveau des règles. Ça s'énerve dans les mines là. Il y a tout un système de déplacement, de combat monté, etc. Donc tout ça, je vais pas m'embêter avec ça. Voilà, je vais rester dans quelque chose d'à peu près sympa. Ce qui est bien surtout, c'est éventuellement les ennemis humains qui sont un peu plus développés. Les missions, il y a des missions qui sont rajoutées, donc ça c'est toujours sympa, ça fait des missions en plus. Hop. Et surtout, ce qui est bien, c'est les différentes choses comme les jobs. C'est-à-dire que les aventuriers vont pouvoir aussi en ville trouver des petits boulots pour gagner de l'argent. Enfin voilà, parce qu'il faut ça, il faut vivre hein, des fois. Donc il y a des jobs où il faut parfois aller voyager. Il y a des systèmes de voyage, donc ça peut être en train, ça peut être en bateau. Il y a plein de façons de voyager. Et puis après, il y a l'option de campagne, quoi. Voilà, il y a différentes façons de mener une campagne. Donc ça, pareil, je ferai un peu un choix là-dedans. Je ne prendrai pas forcément tout. Mais en tout cas, c'est une somme d'inspiration énorme.
Et il y a beaucoup de choses qui ont été proposées avec ce système X-Crawl. Comme quoi il y a une vraiment grosse communauté de joueurs hein, pour Shadows of Brimstone. Donc on va s'en servir. J'ai pas encore la carte, je vais me faire un beau tapis néoprène avec la carte imprimée dessus. Ça c'est sûr. Pour agrémenter donc par exemple les déplacements, eh ben, on a des tables différentes. On a par exemple le book des rencontres Encounter Book de X-Crawl. Donc là, avec tous les jobs différents, voilà, il y a des listes et des listes et des listes et des listes et des listes de choses, de boulot. Donc là, pour mener une campagne, pour s'inspirer, pour rebondir dessus, avancer et créer quelque chose, c'est un truc de malade. Donc les jobs, et puis après les terrains quoi, et les événements quand les personnes se déplacent dans la carte. Pareil, plein d'événements, de choses. Il y en avait déjà proposé dans le jeu hein, de base, mais là ça monte ça à un niveau beaucoup plus important encore. Donc ça c'est ça, je vais m'en servir c'est sûr. Et puis j'en ai un autre hein, qui doit être ici. Je ne m'abuse, voilà, et là encore mieux a été compilé, donc encore plus d'événements de voyage, donc c'est les Ultimate Travel Hazard Old West Companion Book, la version 9, pareil, tout ça, ça se trouve sur BGG, et pareil, énormément d'événements, de choses. Pareil, des listes et des listes et des listes et des listes d'événements. Donc nos compagnons, nos héros ne vivront sans doute pas deux fois la même chose, c'est même évident, au sein d'une campagne. Donc tout ça, c'est des tables qui sont très précieuses et dont je me servirai. Sans doute que pour un souci narratif, les tirages d'événements, je les ferai en amont des sessions, pour pouvoir les sortir, les préparer, etc., pour que ça soit fluide au niveau de la partie et que je puisse les faire encore plus narratifs. Mais vous voyez là, j'ai en fait, pour moi, j'ai quasiment rien à inventer. Hein. Sinon, voilà, prendre peut-être un des boss majeurs du jeu, créer quelque chose autour, lancer quelques pistes, et puis après, je vais laisser faire les joueurs, je vais laisser faire les tables, je vais laisser faire le jeu, en fait. Hein. Ça, c'est super. Beaucoup de choses, beaucoup de contenu, et plus on a de contenu, plus on a de diversité, plus on a de choses à vivre, quoi. Donc voilà, j'espère que c'est à peu près clair dans ce que je vous propose. On va maintenant s'attaquer au gros du projet de la vidéo là. C'est de pouvoir jeter un œil sur les personnages, en parler un peu, et puis voir ce que ça donne. Alors, les différents personnages que nous avons sous la main. Alors donc, on va commencer sans doute par les personnages tirés de l'extension, enfin de la boîte de base Forbidden Fortress. Alors commençons avec l'assassin, qui peut être aussi une fille, hein, évidemment. Alors là, c'est que la fiche du garçon, mais enfin, il n'y a pas de changement. Les capacités sont les mêmes. Alors comment ça se présente une feuille de personnage? Donc, on a la classe ici, on a les différentes compétences, agilité, ruse, esprit, force, savoir et chance. Voilà. Donc pour réussir une capacité, réussir un test, il faut généralement lancer le nombre de dés qui correspond à la compétence et obtenir des réussites. Une réussite dans le jeu, ça dépend en fait, hein, ça dépend des fois. Des fois les réussites c'est des 5 et des 6, des fois c'est des 6, des fois c'est 4, 5, 6. Voilà, en fonction vraiment de la difficulté, tout ça c'est variable. On a
l'initiative, donc c'est la rapidité. Plus le chiffre est gros, plus le personnage est rapide. Donc, oui, on imagine bien qu'un assassin ninja est plutôt rapide. Et puis après ici, on a les différentes classes, les différentes capacités de classe. On pourra jeter vite fait un œil là-dessus. L'assassin, les personnages ici ont une capacité d'attaque à distance, d'attaque en mêlée. Donc quand ils attaquent en mêlée, ils touchent avec un dé de 6 sur un 3 ou plus, à distance sur un 4 ou plus. Et on voit qu'on commence avec 2 dés de combat. Donc en gros c'est 2 mains. Hein. Ils ont 2 mains pour se battre. Et sinon, on a ici une capacité de cran, enfin plutôt un score de cran maximum qui est de 2. Le cran, c'est ce qui permet de faire des relances et parfois de déclencher des compétences aussi. Donc c'est une ressource très importante dans le jeu. On commence toujours la partie avec 1 de cran, généralement, non même c'est sûr. Chaque partie, on récupère 1 de cran. Mais voilà, lui peut maximum aller jusqu'à 2 en même temps. Après, on a le score en santé physique, le score en santé mentale. Donc, quand le score descend à 0, le personnage est à terre, est assommé, inconscient, et s'il est remis sur pattes, généralement, il a des blessures. Hein, donc, il peut avoir des séquelles, évidemment, qui sont plus ou moins dangereuses. Ça peut aller de la simple entorse au bleu jusqu'à l'hémorragie interne, évidemment, hein, donc il faut faire un peu gaffe. Santé mentale, même chose, elle est réduite à 0 parce qu'on va rencontrer tout un tas d'horreurs antidéluviennes et cosmiques. Donc une fois qu'on tombe à 0, c'est pareil, on a possibilité d'avoir des folies aussi, des aliénations. Voilà. Quand on est attaqué, on a un score de défense, pour chaque 4 et plus, il va parer les attaques des ennemis, et 4 et plus en volonté. Il est plutôt équilibré, il est plutôt pas mal, l'assassin. Et donc il a plus en déplacement parce qu'il est vif, et il peut aussi passer à travers les figurines quand il se déplace, et il réussit automatiquement ses tests de fuite. Donc il est un peu insaisissable. Tous les personnages n'ont pas ça. Hein. Alors, il est mortel. Vos touches de combat ignorent l'armure d'un ennemi et font aussi plus un dégât si la cible est votre seul ennemi adjacent. Donc voilà, il aime bien isoler, aller chercher les ennemis un petit peu isolés, et il va leur faire plus de dégâts quand il est en corps à corps, en solo, quoi. Et il est silencieux, il ne peut pas utiliser d'armes à feu. Et une fois par tour, on peut relancer les dés de défense que vous venez de lancer. Donc il a une défense et une relance pour sa défense. Voilà. Et il commence avec un ninjato et un shuriken, donc des armes vraiment d'assassin. Donc sympa, discret, efficace. Voilà. Je l'aime beaucoup ce personnage. Hop. L'assassin. Célèbres pour leur discrétion et leur compétence de mort, les assassins ninjas du Japon féodal ne sont pas des guerriers honorables avec une position sociale comme les samouraïs, ni des protecteurs itinérants comme les moines Yamabushi. Ce sont des hors-la-loi et des meurtriers qui agissent en fonction de leur propre code de conduite. Maître des arts martiaux et armé de façon exotique, le ninja peut faire nombre de choses pour mener à bien ses missions. Sabotage, espionnage et meurtre. Le plus important est de partir sans laisser de traces. L'assassin ninja est le combattant le plus dangereux du jeu, en tout cas de la version Forbidden Fortress sans doute, mais c'est aussi le plus fragile. Maître du déplacement et de la discrétion, il peut se déplacer librement sur le plateau et se mettre au meilleur endroit pour frapper et ainsi découper ses cibles avec une terrible efficacité. Ne les laissez simplement pas vous piéger. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation, parce qu'on peut choisir un type d'assassin aussi. Hein. Le jeu est très très riche, hein. C'est-à-dire qu'on a un personnage et en plus, on a 3 départs. Il peut être spécialisé dans la bombe fumigène, spécialisé dans l'assaut rapide ou être sans pitié. Donc c'est déjà 3 démarrages différents pour le ninja. Chaque personnage est comme ça, et en plus après, on a des arbres de compétences au fur et à mesure qu'on monte de niveau. Qui permet aussi de se personnaliser vraiment le ninja et voilà, d'en faire un peu, pas ce qu'on veut, mais en tout cas ce qu'on préfère. Donc je me contenterai dans la présentation des personnages de faire le tour de la fiche, de faire un peu de lecture, comme ça on se rend compte un peu du type
de héros que c'est. Et puis voilà. En tout cas, voilà déjà l'assassin, ça c'est bien. On enchaîne avec un personnage tiré, il me semble, de l'extension le temple des ombres. C'est l'homme de main. L'homme de main. Alors là, c'est une femme, mais ça aurait pu être femme de main aussi. En tout cas, ils n'ont pas traduit. Ils ont oublié de le traduire sans doute. Alors, au niveau des caractéristiques, on voit qu'il est pas très agile. Hop. Alors, je vais peut-être. J'essaie de dégager justement la fiche de. Hop, zouk. Dégager. Alors, je dégage la fiche de l'homme de main. Alors, donc, l'autre personnage qu'on va voir, c'est l'homme de main. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Les hommes de main sont des bandits de bas étage dans les organisations criminelles qui opèrent un peu partout dans le Japon féodal. Le corps tatoué avec une encre élaborée, ces hors-la-loi vivent en accomplissant les tâches ingrates que leur donnent leurs supérieurs dans l'organisation. Bien que leur travail ne soit pas légal et qu'ils vivent en dehors des conventions, ils opèrent toutefois suivant un code d'honneur qui impose de terribles contre-coups s'ils n'accomplissent pas leur travail. Généralement, on peut leur couper les doigts. C'est les Yakuza, voilà, c'est vraiment ça, l'homme de main. Donc jouer un homme de main. L'homme de main est un solide combattant au corps à corps, avec un seuil de douleur élevé qui lui permet de limiter les dégâts qu'il subit des ennemis les plus dangereux. C'est aussi un adepte de la fouille et de la récupération d'or sur les ennemis les plus faibles, en les frappant sans merci avec son gourdin. Donc attaquant de corps à corps, assez balèze. Et puis dans une ambiance voilà, Yakuza, ouais, sympa, moi j'aime bien celui-là. Et il a un arbre de compétences intéressant avec gangster, menace, vigueur et bravade. Ça peut faire tout un tas de combos assez sympas. Et pour ce qui est du... Donc là on voit qu'il a l'homme de main version féminine. J'aurais dû mettre femme de main peut-être. Hop. L'homme de main, il a au niveau stat 1 d'agilité, 2 de ruse, 2 de ruse, 2 d'esprit et 4 de force. Donc il est beaucoup plus fort que l'assassin par exemple. Je regarde un peu en comparaison. Voilà, voilà. L'assassin avec 4 d'agilité, lui en a qu'un, et il avait 2 de force, et là il a 4 de force. Donc c'est vraiment pas le même type de personnage évidemment. Au niveau capacité, il a le seuil de douleur élevé. Vous ne pouvez pas subir plus de 4 blessures d'une même touche. Donc là c'est une sacrée endurance, c'est-à-dire que même s'il prend une grosse attaque d'un gros monstre, il peut maximum prendre 4 dégâts, quoi. Ça c'est vraiment un pouvoir de tank qui est rare, qui n'existe pas beaucoup, voire pas du tout dans les autres héros de la gamme. Sinon mercenaire, lancez toujours un dé de plus lorsque vous fouillez. Donc c'est un spécialiste de la fouille, ça reste un hors-la-loi, un brigand, un bandit, quoi. On voit bien qu'il n'est pas très fort à distance. Par contre en mêlée il touche à 3+, donc il est efficace, très efficace. 10 de santé, 3 de plus de défense, on voit vraiment que c'est le côté tanky, hein. Par contre en volonté il va être beaucoup plus impressionnable, donc attention. Ok, alors nous passons au guerrier samouraï, hein. On va commencer sans doute par les héros de Forbidden Fortress d'abord. Alors le samouraï honorable et déterminé est sans doute l'élément le plus typique du Japon médiéval. Vêtu d'une armure complète pour la bataille, toujours aux couleurs de son clan et équipé d'un katana acéré et forgé par un maître, ce guerrier constitue le soldat de toutes les maisons féodales. Donc jouer un guerrier samouraï. Le guerrier samouraï est un combattant aguerri et il est toujours équipé de ses armes et armures, prêt à la bataille. Capable de canaliser sa fureur au combat, le samouraï peut relâcher de puissantes tactiques de bataille pour un combat ordonné dans les champs de bataille féodaux. Alors, le guerrier samouraï, il commence avec un katana de guerre, une armure de samouraï et un casque de samouraï, donc c'est vraiment le guerrier armuré, quoi. Il est pas mal en agilité, il a une bonne force, il a une bonne ruse, il est assez équilibré,
Bon voilà, là, faut pas compter sur sa chance, lui il compte surtout sur ses techniques. Alors, on voit qu'il lui, il a des compétences particulières, il a la fureur. Il peut avoir jusqu'à 6 points de fureur. Ces points de fureur lui permettent donc de mettre en place des tactiques de combat. Tactique de bataille de samouraï, commencez avec 2 tactiques de bataille de samouraï, pionchez-en 3 et choisissez-en 2. Les tactiques de bataille ne peuvent être chacune utilisée qu'une seule fois par tour. Et donc fureur de bataille, chaque fois que vous infligez une blessure ou plus à un ennemi avec une touche de combat, gagnez un pion fureur. Donc plus il attaque, plus il touche, plus il gagne des jetons fureur, et les jetons fureur lui permettent de déclencher ses tactiques. Et un peu dans cette combinaison-là. Équilibré au niveau attaque et distance et attaque en mêlée. 12 de santé, il est plutôt solide, il a une bonne défense. Donc il est assez tank aussi. Hein. Santé mentale, il se tient. Il résiste quand même. Donc le guerrier samouraï, donc un classique évidemment de l'univers féodal japonisant. Ah, on a un personnage qui change un peu ici. Nous avons un kitsune. Kitsune. Alors, les kitsune sont des gardiens protecteurs, hein, des êtres surnaturels qui se cachent dans les franges de la réalité et leurs interactions avec les humains appartiennent aux mythes et aux légendes. Lorsque l'épée des cieux a traversé le ciel et que les ténèbres ont relâché leur cataclysme, les kitsune ne pouvaient plus rester de simples observateurs. Ils ont pris les armes pour défendre leur monde contre l'ombre et les jours sombres à venir. Jouer un kitsune. Le kitsune est un guerrier agile et puissant qui a accès à de nombreux tours surnaturels. Armé d'une paire de couteaux kama, c'est un combattant mortel qui peut combattre seul à seul contre les ennemis les plus endurcis. Là, voilà, un personnage tiré des légendes japonaises. Alors, 3 d'agilité, 2 de ruse, 4 d'esprit, 2 de force, 3 de savoir, 4 d'initiative, c'est pas mal, 4 d'initiative. Équilibré en attaque en défense, on sent qu'il est plus branché mental, hein. Il a 13 de mental et une bonne résistance à la volonté. Et donc, qu'a-t-il à nous proposer en capacité? Il est caché en pleine lumière, les ennemis ont -1 à leur test pour toucher. Les ennemis ont -1 à leur test pour toucher, qui cible ce héros. Un 6+ touche toujours et déclenche des capacités spéciales. D'accord. Donc ils ont -1 à leur dé pour toucher le kitsune. Rapide, s'active toujours avant les ennemis à son niveau d'initiative et réussit automatiquement tous ses tests de fuite. Normalement, à initiative égale, c'est les monstres qui jouent d'abord, sauf le kitsune. Le kitsune à initiative égale, il passe avant. Et donc il commence avec des couteaux kama. Bon voilà, c'est un bon... ça peut être intéressant je pense. Je pense sans doute que son arbre de compétences offre des capacités encore particulières. Voilà, il peut être surveillant, gardien, combattant, trompeur. Il y a peut-être des choses à aller chercher là-dedans, si, pourquoi pas. On enchaîne. On enchaîne avec... Hop. On enchaîne avec le moine errant. Le moine errant. Donc les moines Yamabushi étaient un ordre de guerriers saints, dédiés à la protection des autres et à la lutte contre toutes les menaces surnaturelles. Formés dès la naissance dans les arts martiaux et dans la canalisation de leur énergie vitale ki, les Yamabushi vivaient dans des temples sacrés en haut des montagnes. Lorsque le roi dragon Shoryu revint, il détruisit les temples et éparpilla les Yamabushi. Après en dispersé, les rares survivants parcourent les routes, enseignant à une nouvelle génération de combattants et en quête de héros prêts à les rejoindre dans leur lutte contre les ténèbres. Jouer un moine errant. Le moine errant est un soigneur et un combattant puissant entraîné à se battre contre les démons et les monstres mythologiques. Il utilise les pouvoirs de son ki pour améliorer ses attaques et renforcer ses capacités de soins. Il possède aussi une cloche sacrée qu'il peut sonner pour protéger les héros des dégâts. Donc là on est dans du soutien, dans du soin et dans du combat un peu plus corps à corps. Donc le moine errant ou la moine, ou la... comment on appelle ça? La religieuse,
Je sais plus comment on dit la moine au féminin. Des fois, le cerveau nous joue des tours. La sœur. Voilà, la sœur. Quoi. Alors, donc 2 d'agilité, 1 de ruse, 4 d'esprit, 3 de force, 3 de savoir, 2 de chance, évidemment, 4 en esprit, 4 d'initiative, c'est correct. Donc, voilà. Là, eux, ils utilisent des capacités particulières, des pions particuliers, les pions de ki. Discipline. Au début de chaque tour, l'on peut gagner un pion ki. Donc, ordre sacré. Une fois par tour, vous pouvez canaliser votre ki sur une de vos touches de combat ou une source de soins que vous utilisez. Pour chaque ki dépensé, augmentez votre soin de 1 sur une même cible. Pour chaque 2 ki dépensés, augmentez les dégâts de 1 pour chaque touche. Donc ça peut faire à un moment des boum, des gros boosts. Et le Yamabushi a +1 en dégâts sur toutes les attaques contre les ennemis du mythe. Voilà, les créatures vraiment particulières, spéciales, d'un autre monde et tout ça. Pas très bon en distance, correct en mêlée, 12 points de vie et 12 de santé mentale, c'est assez résistant, les scores sont corrects, très bon en volonté, défense correcte. Voilà le moine errant. C'est une sorte un peu de karatéka aussi, hein. Il se bat vraiment au corps à corps. Alors un personnage issu du Kickstarter, des bonus du Kickstarter, c'est le vétéran Trédéran. Alors les Trédérans, c'est à la base c'était une boîte d'un des univers dans lequel on peut voyager, qui est un monde en guerre perpétuelle entre différentes nations Trédéranes. Et donc quand on se bat là-dedans, ce qui peut arriver un jour peut-être aux aventuriers, eh bien on se promène sur les champs de bataille, on va dans les tranchées, il y a un petit côté un peu guerre 14-18, voilà, mais avec un côté aussi science-fiction, quoi. Et donc c'est un vétéran Trédéran. Depuis les terribles tranchées de leur monde natal de Trédéra, ces soldats aliens vétérans ont vu plus de sang et de morts que la plupart des humains dans leur vie. Il arrive que l'un de ces soldats décide d'abandonner les honneurs de la guerre pour une nouvelle vie hors des confins du champ de bataille. Ces soldats endossent alors le rôle de héros, que ce soit par fatigue de la guerre ou car ils ont entreaperçu les véritables ténèbres qui menacent de consumer tous les mondes. Et pourtant, se tenir face aux ténèbres peut être aussi dangereux que le champ de bataille. Comme de nombreux soldats Trédérans l'ont appris, il vaut mieux être chanceux que bon, et ceux d'entre eux qui vivent suffisamment longtemps pour être considérés comme des vétérans sont souvent les deux à la fois. Chanceux et doué. Alors jouer un vétéran Trédéran. Un vétéran Trédéran commence sa carrière de héros bien entraîné et discipliné avec des équipements de départ éprouvés à sa disposition. Excellent au tir, le vétéran Trédéran peut aisément se comparer à un tireur confirmé, mais ses armes et son équipement en font aussi un formidable guerrier dans tous les environnements, peu importe leur nocivité. Ça a l'air sympa celui-là. Donc là on voit qu'il est plutôt en mode western. Hein. Voilà. Avec les arbres vétérans, soldats, armes de guerre marqués. Donc marqués par la guerre j'imagine. Une version féminine, une version masculine. Au niveau stats, 4 d'initiative, c'est correct. 2 d'agilité, 3 de ruse, 2 d'esprit, 3 de force, 1 de savoir, 4 de chance, on sait qu'ils ont besoin de chance. Ils sont donc en effet assez bons en tir à distance, ils ont 3 de plus. 4 en mêlée, 11 de santé, 11 de santé mentale, 4, bon, c'est assez classique. Et donc, faction Trédéran, commencez avec une carte faction de vétérans Trédéran qui leur donne donc une personnalité et des petits pouvoirs. Endurci, vous avez défense 3+, contre les attaques à distance des ennemis. Et vous n'êtes pas obligé de cibler les ennemis adjacents sur votre attaque à distance. Voilà, donc ça pareil, ça c'est une capacité que n'ont pas les autres. Quand on a plein d'ennemis autour de nous, et bien si on veut tirer à distance, on est obligé de tirer sur les ennemis adjacents, on ne peut pas tirer au-dessus d'eux. Sauf ce type de personnage-là. Et donc, il a une meilleure défense contre les attaques à distance. Indigène d'un autre monde. Donc ils viennent du Trédéra. Commence avec un objet personnel de Trédéra à la place d'un objet personnel normal. Plus 3 en savoir sur Trédéra. Donc quand ils sont sur Trédéra, leur capacité de savoir passe à 4. Voilà. La geisha. La geisha ou
le kabuki. Hein, ce sont des comédiens japonais, ça. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit? La geisha. Synonyme d'élégance, de beauté et de grâce, la geisha du Japon médiéval est une vision impressionnante. Danseuses expertes, elles savent faire tourner leur parasol et leur kimono à fleurs comme des pétales de cerisier dans le vent. Mais leur maquillage de théâtre et leur attitude servile peut cacher un esprit froid et calculateur. Leur capacité à bouger et à distraire leurs ennemis est un véritable ballet de sang et de mort. Alors jouer une geisha, ou un kabuki. La geisha est un combattant de corps à corps rapide et agile. Bien que possédant une santé fragile, elle dispose d'une défense élevée et elle est experte dans les tactiques de guérilla. Elle frappe ses ennemis avec une dague dissimulée avant de s'approcher pour les tuer. Les geishas sont aussi très efficaces lorsqu'il s'agit d'aider à conserver la santé mentale du groupe grâce à leur toucher rassurant. Donc un petit côté soigneur aussi, mais plutôt côté soigneur santé mentale, quoi. La geisha ou le kabuki. Regardons le kabuki par exemple. C'est la même chose, hein. Simplement le visuel est différent. Hein. 3 en agilité, 4 en ruse, 3 en esprit, 1 en force. C'est pas leur force, c'est sûr. 2 de savoir, 2 de chance, 5 d'initiative, donc rapide. Ils ont le toucher rassurant. À la fin du tour, vous pouvez soigner un des 3 aliénations. Donc les aliénations, ce sont les blessures de santé mentale, à un héros adjacent. Et en plus, on gagne 5 XP pour chaque aliénation soignée, comme d'habitude. C'est-à-dire que le soin dans ce jeu, comme beaucoup de choses dans le jeu, génère des points d'expérience. Délicate ou délicat, vous ne pouvez pas utiliser d'objets à 2 mains. Et rapide, plus en déplacement. Et on commence avec le parasol et la dague dissimulée. Ok. Hop. Alors on vient sur un autre type de personnage, le daimyo. Donc c'est le chef de guerre. Un daimyo est le meneur d'une petite maison samouraï et un guerrier honorable qui a un petit nombre de soldats conscrits à sa disposition. En tant que samouraï et propriétaire terrien, il a suffisamment de richesse et de prestige pour disposer d'armes et armures bien travaillées. Bien qu'il soit habituellement plus qu'heureux de diriger depuis son petit domaine féodal, l'arrivée des dragons l'a obligé à entrer en action et à rallier ses forces contre les ténèbres. Alors, le daimyo est un personnage incroyablement puissant et versatile. Il est armé pour la mêlée comme pour la distance et possède aussi une armure, tactique de bataille et un soldat Ashigaru protégé pour le soutenir. Donc c'est un personnage qui joue avec des alliés. Hein, il n'est pas seul sur le terrain. Il est aussi spécialiste dans le contrôle et l'amélioration d'alliés pour le défendre lors d'un combat. C'est-à-dire que lui, il a aussi des jetons fureur et il a des tactiques de samouraï. Hein, c'est comme un samouraï. Et il a aussi la fureur du commandement. Chaque fois que vous ou un allié du groupe infligez une blessure ou plus à un ennemi avec une touche de combat ou à distance, gagnez un pion fureur. Donc s'il est accompagné d'un samouraï, ça peut faire mal parce que même quand le samouraï inflige des blessures, lui aussi il prend des pions fureur, quoi. Il est galvanisé. Les gardes d'honneur commencent chaque aventure avec un allié Ashigaru protégé. Donc il a un allié dès le début de la partie. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa. Au niveau stats, pas mal en santé mentale. Et sinon, il est assez classique, quoi. Je vais commencer par le soldat, qui sont des personnages des boîtes de base ou des extensions, enfin de la boîte d'extension Temple of Shadows. On a le soldat. Le soldat. Alors même si les armées du Japon féodal sont célèbres pour leurs samouraïs clinquants et très entraînés, l'essentiel de la force de combat est composé de soldats qui combattent pour la maison de leur seigneur. Comme ils n'ont pas les armures et les armes coûteuses de la noblesse, ces soldats sont souvent considérés comme sacrifiables sur le champ de bataille par leurs généraux. Si un soldat vit suffisamment longtemps pour devenir un vétéran, il est alors soit très chanceux, soit très compétent, et bien souvent les deux. Jouer un soldat. Les héros soldats sont des tireurs experts, excellents dans le combat à distance.
Comme il est moins bien protégé que sa contrepartie samouraï, le soldat doit rester mobile et garder ses distances avec l'ennemi. De ses années de combat en groupe, le soldat a appris à travailler en équipe et sait choisir prudemment la bonne cible pour un effet tactique plus important. Donc là, on est sur un tireur à distance, avec 3 de plus pour attaque à distance. En santé mentale, il est correct, il a 12. La défense est classique. Les caractéristiques sont moyennes, il a de la chance, 4, c'est pas mal. Il est par contre pas très rapide. Rechargement de soldat. Si vous ne vous déplacez pas lors de votre activation, ajoutez plus un tir à une arme à feu. Donc une fois qu'il est placé, il peut rester dans son coin et tirer beaucoup plus, un tir de plus avec ses armes. Discipline du feu. Vous n'êtes pas obligé de cibler les ennemis adjacents lors de vos attaques à distance. Donc pareil, un peu comme je sais plus qui, c'était le vétéran Trédéran, je crois. Il n'est pas obligé de cibler les ennemis adjacents avec son arme à distance. Et là, nous avons... Alors ça, c'est un personnage bonus de la campagne Kickstarter, c'est le Sumo. Le Sumo. Renommés pour leur silhouette imposante et leur puissance à main nue, les lutteurs sumo s'entraînent leur vie entière pour augmenter leur taille et leur force, ainsi que pour affermir leur courage face à des adversaires énormes. Avec le même sens de l'honneur et la noblesse du samouraï, le sumo n'a pas besoin d'une armure lourde ou d'une lame aiguisée pour détruire ses ennemis. Tout ce qu'il doit faire, c'est s'approcher. Et ses mains charnues feront le reste. Le sumo est le plus chaleureux des héros alentours. Grâce à son énorme santé et sa bonne défense, il pourra faire beaucoup de dégâts avant même de subir une éraflure. De plus, en tant que premier héros de grande taille, il peut repousser les autres figurines plus petites hors de son chemin, et ses mains charnues lui donnent des dés de combat supplémentaires pour chaque icône main libre dont il dispose. En fait, la figurine en effet est une figurine large, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste sur une seule case, elle prend 4 cases. Et donc les figurines... c'est pas qu'elle prend 4 cases, elle est juste plus grande, donc elle déborde un peu de la case, et les capacités de ce type de figurine, de cette taille-là, c'est justement, comme c'est dit dans l'explication, ça repousse les petits, c'est-à-dire qu'il peut tracer, pousser les petites créatures qui l'embêtent et aller choper celles qu'il veut, quoi. Dans la mesure où c'est pas des grosses, il ne peut pas écarter les grosses, hein, mais toutes les petites, il peut les écarter. Le sumo, donc, qui est rigolo à jouer aussi, sans doute. Il a 20 de santé, ça c'est énorme. Sa défense est correcte. À distance, c'est pas trop son truc. Mêlée, 4+, ça va. Il a 4 de force, évidemment. 3 d'esprit. Donc il est lent, hein, 2 par contre. Alors grand, ce héros est de taille grande. Il réussit automatiquement les tests de fuite contre les adversaires moyens ou petits et peut se déplacer sur les cases d'ennemis moyens ou petits en déplaçant les figurines sur la case qu'il vient de quitter. Cela ne lui permet pas de passer les obstacles. Pousser. Lorsqu'il se déplace sur une case avec une figurine, vous pouvez lancer un dé de 6. Sur 4+, vous pouvez pousser cette figurine sur l'une des 3 cases adjacentes derrière elle, au lieu de la placer dans la case que vous avez quittée. Aucune figurine ne peut être poussée plus d'une fois par tour. Main charnue. Gagne plus un combat pour chaque main libre qu'il possède. Donc il a 2 en combat. S'il ne se sert pas d'armes, s'il est vraiment sans armes, il se retrouve avec 4 de combat. Donc 4 dés pour attaquer. Il commence avec un Mawashi de sumo. Je pense que c'est son pagne. Donc voilà le sumo, ou la sumo. Et les figurines sont sympas aussi, hein. Elles sont assez grandes, elles sont chouettes. Donc la sorcière, donc là c'est une lanceuse de sorts. Elle a de la mana, elle choisit des sorts au début, donc elle commence avec des sorts de magie élémentaire. Pour chaque sort, choisissez un élément, puis piochez 2 cartes et gardez-en une. Chaque sort ne peut être lancé qu'une seule fois par tour. Et donc à la focalisation magique, à la création, choisissez un élément, terre, vent, eau, feu, pour être votre focalisateur. Vous avez +1 vos tests d'incantation lorsque vous lancez un sort de cet élément. Par contre, elle ne peut pas utiliser d'arme à feu.
Voilà, donc là c'est la lanceuse de sorts vraiment avec tout un tas de sorts de combat. On est sur un autre type de personnage. Pour l'instant je sais plus où j'ai mis sa fiche d'augmentation de compétences, donc je ne pourrais pas vous la montrer. Alors on va passer sur les héros donc de Shadows of Brimstone. Et donc là on va commencer avec le solitaire. Le solitaire. Donc là c'est pareil, c'est des extensions ça. Le solitaire est une icône du Far West. Il s'agit d'un étranger mystérieux qui se trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, et forcé à agir. C'est un héros involontaire et bien souvent la personne la plus silencieuse dans une salle, appuyée contre un mur dans les ombres, mais c'est aussi la plus dangereuse. Jouer un solitaire. Un solitaire est un élément énigmatique et dangereux qu'il faut prendre en compte. Outre qu'il s'agit d'un bon tireur, c'est aussi celui qui aura sans doute le plus de cran. D'ailleurs, ses compétences de combattant et de survivant sont incomparables. Ses longues années d'expérience peuvent être précieuses pour aider le groupe, mais l'ombre qui entoure son passé et qui semble l'envelopper rend sa présence dangereuse. Donc c'est vraiment le bon du bon, la vôtre et le truand, quoi. Hein. C'est Clint Eastwood, quoi. Voilà. Et au niveau de ses capacités, donc là c'est la version féminine. Rapide, très bon en combat à distance, une santé mentale assez forte. Et donc au niveau de ses capacités, des années d'expérience, n'est pas obligé de cibler les ennemis adjacents dans ses attaques à distance, commence avec 2 objets personnels au lieu d'1. Au début de chaque combat, chaque autre héros non solitaire peut récupérer 1 en cran. Donc il file du cran, il guérit le cran des autres. Méfiant, -1 en initiative pour chaque héros adjacent au début du tour. D'accord, donc il se méfie de ses compagnons. Aimant à problème. Tous les ennemis gagnent une capacité élite supplémentaire. Lorsqu'ils voyagent en ville, ajoutez toujours un des 3 périls de voyage. Ouais, d'accord, c'est le poissard, quoi. Il est puissant, il est costaud, il a des trucs en plus et tout ça, mais voilà, il attire un peu, il attire le mauvais œil. Ok. Dans les personnages plus classiques des boîtes de base du jeu, nous avons le shérif, évidemment. Le shérif. Protéger et servir les citoyens dans des villes sans foi ni loi est sans doute le travail le plus dur à la frontière. Les shérifs des petites villes doivent faire preuve de diplomatie pour ramener dans le droit chemin les ranchers brutaux et les habitués des saloons sans que ça tourne au bain de sang. Mais ils doivent aussi avoir des nerfs d'acier pour empêcher les groupes de bandits de provoquer la terreur. Sur la frontière, la justice est souvent rapide et sans pitié. Alors, prendre un shérif comme chef du groupe est un très bon choix. Il est équilibré, inflige pas mal de dégâts et a plusieurs options pour guérir et améliorer le groupe en montant de niveau. L'insigne de shérif fournit aussi au groupe un bonus solide et peut sauver ses compagnons si les choses tournent mal. Le bon vieux shérif. Le shérif, il nous a des caractéristiques correctes, 4 en ruse, 3 en force, 3 en chance, 4 d'initiative, c'est correct. Il est équilibré en attaque en mêlée, il est plutôt costaud, il a 12 de santé, 12 de santé mentale. Et il a la capacité appliquer la loi. Une fois par attaque, vous pouvez relancer un dé d'un test pour toucher. Donc il a une petite chance de toucher supplémentaire. Et il a son badge, son insigne de shérif, qui permet une fois dans la partie, il me semble, une fois par scénario, une fois par descente dans les mines et tout ça, de donner un bonus à tous les alliés, lui compris. Des attaques en plus, des trucs comme ça. Hop, l'as de la gâchette. Alors, l'as de la gâchette. L'archétype le plus classique du western est sans doute l'as de la gâchette. Rapide à dégainer et mortel avec une arme à feu,
Les As de la Gâchette sont les meilleurs tireurs de l'Ouest, même s'ils sont plus faibles et bizarres que les habitants plus terre-à-terre de la frontière. Un As de la Gâchette mène sa vie entre boissons et tables de jeu et sait très bien à quel point la vie est courte et impitoyable. Et que le seul moyen de survivre est souvent de tuer avant qu'on vous tue. Alors jouez un As de la Gâchette. L'As de la Gâchette est l'une des meilleures classes pour infliger de gros dégâts. C'est aussi la classe la plus rapide du jeu. Bien entendu, cela a un prix, et il n'a pas beaucoup de santé ou de défense. Et même s'il s'améliore en montant de niveau, il gagne sa santé lentement. C'est toutefois possible de compenser cette faiblesse avec des objets, vêtements, qui ajoutent de la santé. Donc c'est un damage dealer. Hop. Hop. Assez bonne caractéristique. 3, 3, 2, 2, 2, 4. 6 de rapidité. Donc 3 plus évidemment en attaque à distance, 5 en mêlée. Il a en effet des points de vie pas énormes avec une défense assez faible. Rapide ou mort, vous pouvez utiliser le barillet. Il contient au début de chaque aventure 6 balles œil de lynx. Alors c'est la capacité particulière du personnage. Il commence avec un barillet sur lequel on met des petits jetons balles qui sont au début des œils de lynx. Les œils de lynx sont des balles qui font plus de dégâts, il me semble que c'est ça. Et donc à chaque tir, il peut choisir de prendre une de ces balles. Donc il a 6 balles pour la partie en gros. Et après, il a des capacités pour recharger son barillet ou choper des balles différentes qui ont des effets différents. Donc ça, c'est assez rigolo avec le l'As de la Gâchette. Hop. Avec la fille de saloon ou le joueur de piano, qui est l'équivalent masculin du personnage. La fille de saloon. Plutôt jolie. Les filles de saloon dansent, chantent et jouent la comédie lorsqu'elles sont en ville, mais elles utilisent les mêmes capacités pour éviter, sauter et frapper lorsqu'elles descendent dans les mines. Charmante et courageuse, une fille de saloon sait aussi bien utiliser ses charmes pour garder le groupe sur pied que frapper brutalement. On est donc sur un personnage qui fait de l'attaque plutôt au corps à corps et qui esquive pas mal. On voit qu'elle n'a pas beaucoup de santé, mais elle a quand même 3 plus en défense. C'est un petit peu comme la geisha, c'est un peu le même genre. Elle a une présence réconfortante, c'est-à-dire qu'elle peut soigner une blessure ou une annihilation. Alors elle a le choix, soit elle blesse, elle guérit physiquement ou mentalement. Elle gagne aussi des points d'expérience avec ça. Par contre, c'est un poids plume, donc elle peut utiliser que les armes à feu qui ont un mot-clé léger. Elle ne peut pas utiliser de grosses armes à feu. D'ailleurs, elle commence avec un Derringer. Elle est rapide, elle a plus en déplacement. Donc c'est plutôt quelqu'un d'assez agile. Elle a 4 en agilité, tu vois. 4 plus en attaque, 4 en défense. 5 en initiative, c'est un personnage quand même rapide aussi. Donc sympa aussi. Sympa à jouer, bon personnage. Qui évolue bien aussi, et qui est un peu un classique du jeu. Bon, le bandido. Bandido, voilà, mexicain. Le bandido. Les bandidos sont un mélange explosif d'obstination, de rage et de soif d'aventure, ce qui les rend pour le moins imprévisibles. Qu'ils tirent des salves sur le moindre ennemi en vue ou qu'ils lancent une dynamite au travers de la pièce, il n'y a jamais de moment calme lorsqu'un bandido est dans le groupe. Voilà. Alors, le principe du personnage... tiens, on va lire le truc. Jouer un bandido. Les bandidos sont vraiment imprévisibles car ils peuvent être joués de nombreuses façons. Leur capacité de base pour récupérer du cran associée à leur faible valeur pour toucher à distance indique que le bandido lancera souvent beaucoup de dés, puis relancera beaucoup de dés pour assurer ses coups. Il devra donc énormément compter sur sa chance. C'est ça l'aventure. Il sera aussi rarement en manque de cran pour activer ses capacités ou utiliser les objets nécessitant du cran qu'il trouvera dans la mine. Alors, quelles sont ses capacités ? On voit qu'il est plutôt fort physiquement, il a un peu trop de savoir quand même, mine de rien. Bon, il n'est pas très rapide, hein. Pas très bon à distance, meilleur en mêlée,
16 points d'endurance, donc c'est un bon 16 points de santé, donc c'est quand même un côté un peu de tank, avec une défense correcte. Santé mentale, par contre, c'est sa grosse faiblesse. 5 de défense et 8 points, ça c'est chaud. Donc il faut surveiller, il faut qu'ils prennent du whisky ou des trucs pour se booster la santé mentale. Et donc imprévisible, vous pouvez récupérer du cran sur le résultat de 1 ou 2 de votre jet de déplacement. Voilà, il a 2 fois plus de chances que les autres de récupérer du cran. Ce qui est assez énorme. Le bandido est sympa, et donc une de ses capacités, notamment éventuellement, c'est d'avoir une sacoche qui génère des dynamites. Donc il peut passer son temps à balancer de la dynamite. Attention, la dynamite, c'est dangereux. Ça peut aussi vous taper dans la gueule. Autre personnage tiré de la boîte de base des marais. Je sais plus comment ça s'appelle, les marais, je sais plus quoi, de la mort. Le pisteur indien. Alors, le pisteur indien... Hop. Il n'est pas rare que les Amérindiens qui commercent avec les habitants de la frontière soient plus occidentaux en apparence et attitude. Ils deviennent souvent pisteurs pour la cavalerie ou encore rejoignent un groupe d'aventuriers ou de hors-la-loi. Les pisteurs indiens sont rapides et efficaces, autant que discrets et expérimentés. Alors, jouer un pisteur indien. Le pisteur indien est peut-être le héros le plus versatile du jeu. Il commence avec une attaque à distance efficace, sous la forme de sa carabine, et même d'une hachette, qui inflige des dégâts supplémentaires en mêlée. Avec sa capacité de pouvoir repiocher un pion exploration ou une carte rencontre, le pisteur indien est parfait pour aider le groupe à atteindre rapidement son objectif. Il y a un côté éclaireur avec ce personnage-là. Hop. Donc il est moyen sur ses capacités d'attaque et sur sa santé. Il a quand même rapide, hein, il est 5 d'initiative, ça c'est bien. Il est assez moyen sur ses capacités physiques. Et donc c'est un pisteur, une fois par aventure, vous pouvez défausser et repiocher un pion exploration ou une carte rencontre tout juste révélée. C'est une seule fois par aventure, mais c'est déjà ça. Et il a plus 1 en déplacement. Il est rapide. Voilà. Le pisteur indien. Toujours issu de par la boîte, c'est pas une extension, c'est la boîte de base des marais de la mort. Nous avons le prêcheur. Ou la nonne. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, non? La nonne. Ouais. Voilà, c'est la nonne occidentale, quoi. L'autre, je sais pas comment on peut dire. Le prêcheur. Le saint homme en mission est l'un des archétypes les plus classiques de l'Ouest, et dans la région anéantie qui entoure Brimstone, il y a nombre de gens à sauver et de démons à châtier. Avec ses sermons comme arme dans cette guerre sans fin contre le mal, un prêcheur accomplit des bénédictions pour le bien, comme des jugements contre le mal. Alors, joue un prêcheur. Le prêcheur a la puissante capacité d'invoquer des sermons pendant la partie, de bénir les héros du groupe et d'infliger des jugements aux ennemis maléfiques. Bien que lent en initiative et avec une faible défense, un prêcheur a une grande capacité à encaisser les aliénations et peut frapper avec son ouvrage sacré. C'est un peu le dealer, pas le dealer, le dealer, n'importe quoi, le soigneur du groupe. Il utilise des points de foi qui servent à débloquer ses pouvoirs. Voilà. On voit qu'en capacité, il est assez bon en mêlée. 3+ en mêlée, c'est quand même vachement chouette. La distance, c'est pas trop son truc. Une santé assez bonne, mine de rien, mais pas très bonne en défense. Et on voit là, par contre, une très bonne défense en santé mentale. Donc on a dit x2, saint homme, vous ne pouvez pas utiliser d'arme à feu. Vous commencez avec un sermon bénédiction, piochez-en 2 et choisissez-en 1, et un sermon jugement, piochez-en 2 et choisissez-en 1. Et châtiment des morts, vos attaques contre les ennemis morts-vivants font plus 1 dégât. Livre sacré, sermon de bénédiction, guérison de la foi. Guérison de la foi, je pense que ça c'est il me semble, guérison de la foi c'est une bénédiction, donc un sermon de bénédiction gratuit qui fait de la guérison. Voilà. Donc il a automatiquement un sort de guérison de base, plus un autre sort de bénédiction qui peut être de la guérison ou autre chose,
du soutien, des bonus comme ça, et du jugement, souvent des attaques. Donc c'est un côté un peu lanceur de sorts aussi. La nonne ou le preacher, le prêcheur. On continue avec un autre personnage de l'extension aussi, de la boîte du marais, c'est l'US Marshall. US Marshall. Sympa aussi, US Marshall. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Les US Marshall sont des chasseurs de primes, des durs à cuire au service du gouvernement. Généralement solitaires, ils parcourent le pays en quête de ceux qui ont besoin d'un peu de justice. Cependant, lorsque c'est nécessaire, ils prennent le commandement de citoyens et descendent jusque dans les profondeurs de l'enfer si nécessaire pour faire leur devoir. Les US Marshall font partie des héros les plus résistants du jeu. Avec leur défense de 3+, ce sont facilement des combattants de première ligne qui bloquent les couloirs ou foncent vers les groupes d'ennemis, en écartant la plupart des attaques. Avec son fusil et sa capacité de double tir, un US Marshall peut aussi infliger de grandes quantités de dégâts à lui tout seul. L'insigne de Marshall en fait aussi un pilier du groupe qui peut choisir le moment adéquat pour montrer son autorité et améliorer la prochaine attaque de tous les héros. C'est le même principe qu'un peu que le shérif. Sauf que lui, il commence avec un fusil. Voilà, il tire un peu au fusil et il a double tir. Une fois par tour, lorsque vous tuez un ennemi avec un fusil, vous gagnez plus un tir avec ce fusil. Donc il peut faire des... Enfin, une fois par tour, il peut tuer 2 mecs par tour, éventuellement, avec son fusil, qui a un truc qui fait pas mal de dégâts, d'ailleurs. Il est correct en attaque, correct en point de vie, avec une bonne défense physique. Il est pas mal. Ruse 4, 2 de force, 3 d'agilité, 4 d'initiative, c'est assez correct. Un personnage assez... Alors, un autre personnage, pareil, tiré des boîtes de base. Je crois que c'est aussi du marais, celui-là, je me rappelle plus trop, mais je crois. Le Rancher. Construire sa vie à la frontière n'est pas simple, et ceux qui s'y essayent sont de véritables durs à cuire. Dans les plaines, les ranchers préfèrent les carabines à longue portée aux armes de poing, ce qui leur permet d'éliminer les menaces avant qu'elles ne s'approchent. Ils apprennent aussi de multiples choses car ils n'ont pas le soutien d'un citadin pour trouver dans la ville. Le soutien qu'un citadin peut trouver dans la ville. Alors, les ranchers sont des durs à cuire et sont particulièrement bons à distance. Leur capacité de tir rapide avec une carabine en font de véritables machines à tuer, et leur capacité à fuir les ennemis et sans les noyer constitue un grand avantage en combat. Si jamais les ennemis s'approchent trop, le rancher possède aussi de nombreuses options pour survivre. Donc combat à distance, plutôt. 4 de savoir, 3 d'initiative c'est moyen. 14 de santé, c'est pas mal. Et donc ton tir rapide, chaque fois que vous tuez un ennemi avec une arme à feu, vous gagnez immédiatement plus un tir avec cette arme à feu. Limite, plus 3 tirs par tour. Donc là, un peu façon Marshall, elle peut tirer et tuer plusieurs ennemis. Il faut que ce soit des petits ennemis, pour qu'elle puisse les tuer directement. Enfin, ça peut arriver, surtout avec les critiques et tout ça. Évasion, vous pouvez lancer 2 dés pour les tests de fuite et vous prenez le meilleur dé. Donc elle peut s'échapper de l'emprise de créatures. Voilà. Le rancher est pas mal, avec son fusil de chasse. Allons-y, on reste un peu dans l'ambiance avec le cowboy. Le cowboy. Donc ça, c'est tiré d'une extension d'un pack de personnages. Le cowboy est le héros du Far West par excellence, avec sa vie d'aventure à cheval, de travail à la corde et de sommeil sous les étoiles. Un peu à la marge, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Qu'ils doivent rassembler les troupeaux, combattre les hors-la-loi, les voleurs et les démons, ou simplement courir les routes sur son fil destrier, le cowboy est un gardien de la frontière. Chacun d'eux une légende américaine en devenir. Et donc jouer un cow-boy. Les cow-boys sont des gens ouverts, peu sophistiqués et vigoureux qui sont capables de subir beaucoup de dégâts physiques comme mentaux. Comme ils vivent sur la corde raide, la plus grande force des cow-boys est leur réserve potentiellement inépuisable de cran, sans mentionner leur capacité de ficeler leur adversaire avec un lasso qui les maintiendra sous leur emprise. Si vous êtes un cow-boy, vous n'espérez rien d'autre que de vivre pleinement vos aventures. Yeehaw!
Alors, comment ça se traduit au niveau des stats? Bonne force, 4. Savoir 3. Pas très rapide. Moyen en attaque en mêlée, normal quoi. 14 de santé, ça c'est costaud. Et 12 de santé mentale, donc c'est vrai qu'il a, il a des stats correctes. À la dure, au début de chaque tour ou de journée en ville, si vous n'avez pas de cran, récupérez 1 en cran sur 4+. Donc là, ouais. Récupérez du cran assez facilement. Connaissance régionale, une fois par voyage, vous pouvez dépenser 1 en cran pour annuler un péril de voyage sur 3+. Pas mal. Avant de déterminer de quel péril il s'agit, bien sûr. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ok pour le cowboy. Un indigène de Jargono. Donc là on est un peu plus dans le principe, un peu comme le vétéran de Trédéra. C'est un personnage qui est issu d'un autre monde. Jargono, c'est le marais, les marais de la mort. Donc c'est une personne de cet univers. Alors, il est où? Toc, voilà. Indigène de Jargono. Voilà plusieurs millénaires, des humains trouvèrent une route menant dans les marais de Jargono et s'y retrouvèrent piégés. On ne sait pas exactement comment ni quand cela s'est produit, mais ils ont passé des générations à créer une culture et une civilisation primitive dans ce monde hostile. Pour chasser, et réduits en esclavage par les tribus d'hommes serpents, sans pitié, natifs de Jargono, ces indigènes humains se sont adaptés pour devenir de féroces guerriers ou chasseurs tribaux. Chaque journée est une lutte pour la survie contre les plantes carnivores et les bêtes qui errent dans les marais. Il peut arriver que l'un de ces indigènes de Jargono quitte son village et sa tribu pour faire le Pakiari, ou quête du guerrier. Il traverse alors l'un des portails magiques vers un autre monde et une nouvelle vie d'aventure. Jouer un indigène de Jargono. L'indigène de Jargono est essentiellement une classe de corps à corps et constitue un féroce guerrier qui se spécialise dans le déplacement et le combat à courte portée. Ses réflexes de chasseur lui donnent un avantage lorsqu'il combat une embuscade ou un groupe de bêtes, même si sa nature primitive l'empêche d'utiliser la technologie, les armes à feu ou de lire des livres. En tant que natif de Jargono, il ne commence pas la partie avec un objet personnel, mais avec un objet personnel de Jargono. Il a aussi la possibilité de commencer sa carrière avec un pion Fongus dans sa sacoche, plutôt que des pions habituels bandage, whisky ou dynamite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Il est pas terrible à distance, correct en mêlée, santé mentale moyenne plus on va dire. Cas d'initiative c'est pas mal. Des stats plutôt correctes, sauf en savoir, ce qui est logique, c'est plutôt un primitif. Réflexe de chasseur. Vos attaques ont plus 1 dégât contre les ennemis bêtes. Vous gagnez aussi plus 2 initiative le premier tour d'une embuscade. Ok. Primitif. Ne peut pas utiliser d'arme à feu, d'ouvrage ou d'objet tech. Indigène d'un autre monde, Jargono, commence avec un objet personnel de Jargono à la place d'un objet personnel normal, plus 3 en savoir dans les marais de Jargono. Voilà, donc c'est un petit peu comme le cas de Trédéra, sauf que lui, son truc, c'est les marais. Donc il va être pas mal sans doute dans les marais. On revient dans l'univers du Far West, avec le hors-la-loi. Hors-la-loi, c'est un passage bonus tiré de la campagne Kickstarter. Original. De hors-la-loi. Donc le hors-la-loi est une figure essentielle du Far West, c'est un renégat et un éclaireur qui vit selon ses propres codes, fait ce qu'il veut et prend du bon temps, tout en souriant et en tirant en l'air. Un hors-la-loi vit sa vie au maximum car il sait que chacune de ses respirations pourrait être la dernière. Un hors-la-loi sait que les jours lui sont comptés car il peut aussi bien être rattrapé par la loi que manquer tout simplement de chance et c'en est fini. Son seul espoir est de devenir une légende avant de devenir un cadavre. Alors jouer un hors-la-loi. Les hors-la-loi sont un peu inattendus car ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent lâcher une véritable pluie de balles puis retourner rapidement dans les ombres. Bien entendu, cela a un prix dans la mesure où ils ne sont pas très précis et ne gagnent pas beaucoup de santé au cours du temps. Pardon. L'une des choses les plus amusantes lorsque vous jouez en hors-la-loi est d'attaquer la banque de l'avant-poste en ville. Cela vous rapporte pas mal d'argent et vous permettra d'acheter de l'équipement et de payer des pots de vin pour rester hors de la prison.
Notez toutefois que le hors-la-loi ne peut pas récupérer de récompense en ville. Bah ouais, on peut pas aller à l'office de shérif, c'est un peu compliqué. Ok. Alors, il est en effet pas très précis en attaque à distance. Correct en mêlée. Il a un bon taux de points de vie et de santé mentale. 4 d'initiative, c'est correct. Des stats, pas mal, avec pas mal de chance. Pas de loup. Vous pouvez vous lancer 2 dés lors de votre déplacement chaque tour et choisissez lequel vous utilisez. Ce qui permet d'optimiser ses déplacements ou d'optimiser sa récupération de cran aussi. Et Wanted, à la fin de chaque jour en ville, lancez un nombre de dés de 6 égal à votre niveau. Pour chaque résultat de 6, vous êtes reconnu. Oups, gagnez 10 points d'expérience, puis choisissez soit de payer 50$ pour qu'il regarde ailleurs, soit vous fuyez la ville pour échapper à la corde. Et on commence avec 2 pistolets et un bandana. Le hors-la-loi. On passe au dock frontalier. Là, pareil, tiré d'une extension. Figure obligée de toutes les villes frontalières du Far West, le dock frontalier bourru est toujours non loin et a vu bien plus de choses terribles que quiconque. Bien que ce soit par nature un érudit, ce genre de médecin habile et plein de ressources utilise son astuce et son expérience pour apprendre les faiblesses de ses ennemis et les tailler en pièces. Comme il possède une main sûre et la tête froide, un doc est un expert lorsqu'il s'agit de bander ses camarades blessés ou de couper les impadices non désirés, ou qu'ils aient poussé. Ok. Jouer un doc frontalier. Le doc frontalier est un soutien important qui possède les capacités et les ressources pour maintenir le groupe en forme lorsqu'il s'agit des blessures, séquelles et mutations. Avec sa sacoche de doc, le doc frontalier n'est jamais à court de bandages et possède même un fantastique bonus lorsqu'il les utilise. Sa capacité de chirurgie de guerre permet aussi de se débarrasser des séquelles, mutations, pénalisantes, sans l'aide du doc en ville et sans le risque qu'elles deviennent persistantes. Bien sûr, le doc frontalier n'est pas inutile au combat. Même s'il ne commence pas avec une arme par défaut, il utilise son combat de base pour attaquer, il peut devenir un puissant combattant de mêlée et peut toujours utiliser des armes à distance si besoin. Le soigneur par excellence. Alors, pas très bon en distance, en effet, 4+ en mêlée, c'est correct. Bon taux de points de vie, bonne résistance à la santé mentale. 4 de vitesse. 4 de ruse, 3 de savoir. Donc formation médicale, lorsque vous utilisez un pion bandage pour vous soigner ou soigner un autre héros, ajoutez +3 au jet. Ou +5 si votre héros est de niveau 5 ou plus. Ah oui, donc les bandages sont efficaces avec lui. Un bandage, ça rend 1 à 6 points de vie. Donc lui, ça rend 4 à 9 points de vie. Quoi. Chirurgien de guerre, une fois par aventure ou séjour en ville, utilisez 1 en cran pour choisir une séquelle ou une mutation sur un autre joueur, notre héros, et lancer un dé de 6 sur 5+, cette séquelle mutation est guérie, gagnez 50 XP. Sur 1, le héros perd 1 point de santé, ne peut pas être utilisé pendant un combat. Sacoche de doc. Ok. Alors, on passe maintenant au joueur. Le joueur. Hop. Le gambler. Ce ne sont peut-être pas les joueurs qui ont conquis l'Ouest, mais ce sont eux qui ont gagné la guerre par les mots et la ruse autour de toutes les parties de cartes de saloon et des casinos de la nouvelle frontière. Grâce à ses doigts agiles, son sourire charmeur et ses plans élaborés avec plusieurs coups d'avance, un joueur est plus qu'un simple showman ou acteur, c'est un artiste. Le mensonge, la triche et le vol font d'ailleurs partie du spectacle. Lorsque vous avez une réputation de requin et qu'un écureuil montre le bout de son nez, et aucun joueur digne de ce nom ne laisse un truc aussi insignifiant que l'honnêteté se mettre sur sa route. Le joueur tire sa force de son sens de l'escamotage et de la manipulation des dés et des cartes qui est représenté en jeu par ses trucs de joueur. Donc ce sont des cartes particulières. Il a un petit deck de cartes spéciales, je crois. Ce n'est pas le combattant le plus robuste ou le tireur le plus rapide, mais avec un peu de chance, il peut obtenir des combinaisons rusées
et des manœuvres que les autres héros n'auraient pas cru possible. Cela en fait un héros amusant à jouer pour ceux qui aiment réfléchir hors des sentiers battus, sans tricher ouvertement, du moins la plupart du temps, mais en tordant les règles avec un clin d'œil et un grand sourire. Ok, intriguant comme personnage. Je le connais pas, hein, je vous dis très franchement. Je l'ai pas, j'ai jamais joué, et tout ça, même pas vraiment étudié, quoi. Alors 5 d'initiative, ça c'est une bonne stat. Sinon il est plutôt moyen, voire pas top. 5 en mêlée, c'est pas génial. Des statistiques assez correctes. Et donc il a des pions de chance, 3. C'est le maximum qu'il peut avoir apparemment. Dame de cœur commence avec un truc de joueur au hasard. Piochez 2 et on choisit en 1. Chaque truc de joueur ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Chaque fois que vous reprenez votre souffle, vous pouvez aussi récupérer des 3 pions de chance. Caridas, lorsque vous obtenez de l'argent au jeu en ville, vous pouvez obtenir D6 par 50 $ en plus. Ah ouais, ça c'est... Il faut absolument qu'il aille au saloon pour jouer, lui, c'est clair. Pistolet, truc de joueur, coup de chance pour son équipement. Bon, ça peut être fun. Ça peut être fun, après à voir s'il tient la route dans les mines. Personnage rigolo aussi, c'est l'orphelin. L'orphelin. Alors l'orphelin, un peu particulier évidemment. L'orphelin ou l'orpheline, hein. Même si c'est bien triste, il n'était pas rare de devenir orphelin dans l'ancien Ouest. Les maladies, les difficultés de la vie, les meurtres par des bandits, les coupeurs de gorge et les Indiens en colère rendaient l'espérance de vie bien faible à la frontière. Si vous ajoutez à cela des vagues de démons et de créatures qui ravagent la région régulièrement, alors le nombre d'orphelins ne peut faire qu'augmenter. Cela laisse souvent les abandonnés dans un état de rage et un besoin de vengeance irrépressible contre les responsables. Jouer un orphelin. Les orphelins ont une faible santé, mais peuvent constamment récupérer de leurs dégâts avec leur capacité jeunesse. Ils sont rapides et agiles, agissent avant les ennemis, à leur niveau d'initiative, réussissent automatiquement tous leurs tests de fuite et ils n'ont pas la discipline ou la force de tenir. Mais ils n'ont pas la discipline ou la force de tenir 2 armes à feu à la fois. Le plus grand avantage d'un orphelin est sa vitesse et sa manœuvrabilité. Combinez cela avec une mission de vengeance et vous avez un sacré dur à cuire. Donc ils ont des missions, hein. En tant qu'orphelin, le héros commence avec une mission d'orphelin qui indique comment il est devenu orphelin et son objectif dans la vie. Il peut aussi grandir en une classe de héros secondaire en cours de campagne. Tout ceci est développé plus avant dans les règles spéciales de l'orphelin. Donc on commence avec un gamin et on finit avec un autre type de héros. C'est rigolo aussi. On approche de la fin avec le prospecteur. Le prospecteur, on ne pouvait pas passer à côté d'un prospecteur non plus, c'est pas possible ça. Hop. Les prospecteurs sont grincheux et terre à terre, toujours à l'affût d'une bonne occasion. C'est le nain du groupe. Ils ont aussi le nez fin, un bon cœur et des yeux encore meilleurs pour détecter tout ce qui brille. Alors que les prospecteurs étaient fréquents autrefois dans ces contrées, les seuls qui s'aventurent maintenant dans les collines et les rivières autour de Brimstone sont soit azimutés, soit avides d'or, soit trop vieux pour s'occuper des choses d'autres mondes qui menacent leur vie et leur travail au quotidien. Bien souvent, c'est un peu les trois. Jouer un prospecteur. Cette classe est l'une des plus résistantes en raison de ses hautes valeurs de santé et de santé mentale ainsi que la gourde de mineurs pour se soigner. Le prospecteur est peut-être lent, mais avec sa puissante pioche lourde et sa capacité de frappe mortelle, une touche critique est doublée, il peut faire une grande quantité de dégâts quand les choses vont mal. Ceci combiné avec leur nature de grincheux, qui les empêche d'utiliser des armes à feu ou des objets tech, fait que les prospecteurs resteront au contact. Leur capacité de mineur expert leur permet aussi de ne jamais manquer d'argent ou de malroche, et même permettre à ceux qui les accompagnent de devenir riches eux aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi un prospecteur? Ça en fait des persos, hein. Donc, pas très agile, plutôt fort, avec du bon savoir, de la chance, vraiment, vraiment lent, 2 d'initiative.
En effet, 16 de santé, c'est bien. 14 de santé mentale, c'est vraiment bien. Il est correct en mêlée, pas top à distance. Il ne peut pas utiliser d'armes à feu ou d'objets tech. Il est grincheux. Non, moi j'aime pas les armes. Blablabla. Mineur expert, lorsque les héros collectent de l'argent ou des malroches d'un butin, d'une fouille, d'une rencontre, doubler la quantité collectée. Ouais, donc il va se faire du pognon, lui. Frappe mortelle. Les résultats pour toucher de 8 plus du héros. Double les dégâts infligés par cette touche. Notez que cela ne s'applique qu'aux armes utilisant le D8 au test pour toucher. Ah ouais, donc quand il fait un 8, il fait un double critique, quoi. Sympa, pas mal. Notre samouraï errant. Le samouraï errant. Qui a voyagé, était en bateau pour venir jusqu'au Far West. Le samouraï errant est un guerrier puissant et un combattant honorable qui voyage loin de chez lui, relique d'une ère lointaine. Suivant son code d'honneur Bushido strict et une maîtrise inégalée de l'épée, il est souvent sous-estimé par les habitants et les brutes qui agissent à la frontière, pour leur malheur. Autrefois considéré comme le groupe de guerriers le plus compétent et discipliné de toute l'histoire de l'humanité, la réputation des samouraïs du Japon s'est répandue dans le monde entier. Qu'il voyage en tant que ronin sans maître pour une mission secrète qu'il a menée par-delà l'océan ou qu'il agisse seul, le samouraï errant n'agira pas calmement au cœur de la nuit. Jouer un samouraï errant. Le samouraï errant est un maître du combat rapproché, aussi bien en attaque qu'en défense. Dans un éclair de sa lame et un cri tonitruant, il élimine rapidement les ennemis qui s'approchent trop près. Grâce à la fureur qu'il accumule au cours des combats, donc comme le samouraï, c'est le même principe, hein, le samouraï errant peut utiliser des tactiques mortelles sous la forme de puissantes super-attaques et de manœuvres rusées pour écraser ses ennemis. Même si son code d'honneur l'empêche de fuir une mission, le samouraï n'abandonne de toute façon jamais. Hop, on a la samouraï errante qui est là. Donc, 5 d'initiative, donc c'est un rapide, des statistiques très correctes, assez solides, moyennes. Donc il peut avoir 5 de fureur en max, pareil que le samouraï, il a des tactiques de samouraï aussi. Fureur de bataille, c'est le même principe, chaque fois qu'il inflige des blessures, il gagne de la fureur, et là par contre son code d'honneur ne peut pas utiliser d'armes à feu ou d'explosifs, et ne peut pas fuir volontairement une aventure, même si les autres héros peuvent fuir sans vous. Katana du vagabond. 4 de plus, 3 de plus. Une bonne défense, 3 de plus en défense. Pas énormément de points de vie, mais ouais, c'est pas mal. Bon ben voilà, on a fait le tour. Ça fait beaucoup, hein. Beaucoup de personnages. On a fait le tour de tout ça. Bah, il n'y a plus qu'à faire le choix. Hein. Le choix de tout ça. Donc voilà, on a fait le tour. Donc la suite des événements, c'est de sélectionner les personnages qui vont constituer le groupe de départ, donc les 4 héros qui vont partir en aventure. Alors, pour savoir comment ça va se passer, déjà, on choisit des univers qu'on veut, Forbidden Fortress ou Shadows of Brimstone. On trouvera un moyen de rassembler les personnages d'une manière ou d'une autre. Et après, c'est pour savoir dans quel univers ça va démarrer, l'un ou l'autre, ça va être fonction un peu des héros, du nombre de héros. S'il y a une majorité de héros de Forbidden Fortress, évidemment, on va plutôt aller du côté du Japon. S'il y a une majorité de héros plutôt de l'autre continent, ça sera de l'autre côté. En cas d'égalité, on verra. On verra. Voilà. Mais en tout cas, que ça ne bloque pas le choix. Et puis voilà. Puis après, on partira donc dans un début de campagne avec une introduction narrative au début et type jeu de rôle. Et puis après, on se lancera dans les scénarios. Et je pense qu'on va bien se marrer. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fait le tour des persos.
je laisse mes collègues choisir. Je choisirai pour ma part en dernier, en fonction de ce que eux ils ont choisi. Et puis après, on se fera sans doute une rencontre tous ensemble pour, voilà, pour présenter les persos et puis se faire un début de campagne, quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous avez envie de suivre ces aventures-là. Je vous dis donc à très très bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, voilà, ou avec les copains autour d'une table. Allez, salut tout le monde, à bientôt et merci.